L'antinazi prétend qu'imbu d'une prétendue supériorité allemande, le mégalomane Adolf Hitler aurait voulu venger la défaite de 1918, puis conquérir l'Europe pour la dominer. C'est entièrement faux. L'arrivée au pouvoir d'Hitler et sa politique étrangère ont une raison très simple. En 1918, les vainqueurs avaient promis de respecter les vœux du président américain Wilson qui plaidait pour une paix humaine, juste et durable. Cette promesse, ils la violèrent de façon révoltante, commettant des injustices qui devaient être réparées. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne signa un armistice en se fondant sur les promesses du président Wilson. Formulée le 8 janvier 1918 devant le Congrès américain, elle tenait en 14 points qui devaient assurer une paix juste sans vainqueur ni vaincu, négociée publiquement. L'Allemagne était donc confiante. Sa confiance était d'autant plus grande qu'elle connaissait la responsabilité écrasante du tsar et de ses complices serbes dans le déclenchement de la guerre. Outre-Rhin, on savait que si, le 2 août 1914, l'Allemagne avait déclaré la guerre à la Russie, cette décision avait été prise non pour précipiter les événements, mais pour répondre à la mobilisation russe commencée en secret le 28 juillet. À l'époque, la presse française n'avait pas pu cacher cette mobilisation. Elle s'était contentée de la minimiser. D'où la confiance allemande affichée fin 1918. Sachant qu'elle n'était pas, et de très loin, la seule responsable du massacre qui venait de se produire, elle pouvait espérer une paix équitable. Le 11 novembre 1918, toutefois, les premières conditions d'armistice très lourdes qui lui furent imposées inquiétèrent les plus optimistes. Dans les semaines qui suivirent, en outre, les travaux toujours prolongés de la conférence de paix, qui réunissait uniquement les pays vainqueurs, renforcèrent la méfiance. Et en effet, déclarée seule responsable de la guerre, l'Allemagne devrait payer tous les dommages consécutifs au conflit. On parlait alors de 600 milliards. Le 11 janvier 1919, le député de Lyon dressa le bilan des pertes colossales subies par l'Allemagne au sortir de la guerre. Mais loin de conseiller la modération, il concluait ainsi « La situation de l'Allemagne économique est donc tragique. Les Alliés sont maîtres de ses industries principales. Économiquement parlant, l'Allemagne est à notre merci, comme elle l'a été il y a 2 mois au point de vue militaire. C'est là, pour nous, une situation exceptionnelle dont nous devons profiter dans les discussions qui vont s'ouvrir à Versailles. » Le 17 février 1919, après une nouvelle prolongation de l'armistice, le chef de la délégation allemande lança un appel angoissé au maréchal Foch. Le peuple allemand, écrit-il, a l'impression que la prolongation de l'armistice n'a pour objet que de lui imposer de nouvelles et lourdes conditions et d'anticiper sur la paix. Et ainsi l'armistice devient une source de méfiance, de haine entre les peuples, je dirais même de désespoir. Le journaliste ajoutait « M. Hesberger s'est ensuite élevé contre l'oppression de tout ce qui est allemand en Alsace-Lorraine, contre les encouragements donnés par l'entente aux appétits de conquête des Polonais. L'Allemagne a accepté les 14 articles de Wilson. Les autres alliés les ont acceptés. L'article 11 ne donne pas aux alliés le droit d'interdire au peuple allemand de se défendre contre de tels empiètements. Certes, sur le papier, l'Allemagne pouvait se défendre, mais dans les faits, il en allait tout autrement. Car depuis 1916, elle était soumise à un blocus impitoyable dont l'objectif était de la réduire à la famine. Du côté allié, on savait que ce blocus frapperait en particulier les enfants. On le revendiquait même. Début 1918, un Hollandais revenu d'un séjour outre-Rhin raconta que les Allemands tuaient les chiens pour les manger. Au moment de l'armistice, l'état de l'Allemagne était connu.
Le 16 juin puis le 4 décembre 1918, la cité de Nashville fit paraître cette annonce en faveur des enfants victimes de la famine. Mais ailleurs, on s'en amusait. On se moquait des Allemands faméliques en face des vainqueurs qui, eux, mangeaient à leur faim. Pourquoi ? Parce qu'on savait que le maintien du blocus contraindrait l'Allemagne à signer n'importe quelle condition de paix. Le mot d'ordre était clair. Soit vous vous soumettez, soit vous serez affamés par privation de nourriture. Début 1919, on raillait cette Allemagne réduite à la famine. Mais d'autres croquis montraient l'effroyable réalité. En mars 1919, des soldats britanniques confrontés aux femmes et aux enfants allemands qui mouraient de faim élevèrent des protestations. La tragédie était telle que des campagnes furent organisées pour venir au secours des petits martyrs. À Paris, toutefois, on était inflexible. C'était le châtiment. Les enfants payaient pour les crimes de leurs pères. Le 12 mars 1919, la presse révéla que la paix consacrerait la ruine de la grandeur militaire allemande. Sur ce point déjà, la vengeance avait frappé. Mais ce n'était pas fini. Car ayant ressuscité la Pologne disparue un siècle plus tôt, les vainqueurs lui avaient offert un accès à la mer. Aussi avait-il créé un couloir qui séparait l'Allemagne en deux. Imaginez que pour donner à la Suisse un débouché sur la Méditerranée, une commission internationale lui ait accordé une bande de terrain passant par Lyon et aboutissant à Marseille. Quel Français à l'époque aurait accepté de voir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur détachée du territoire ? En Allemagne et à Danzig, la création du couloir polonais provoqua des manifestations de colère. Qu'importe, le 18 avril, la presse révéla les principales conditions de paix qui seraient imposées à l'Allemagne. Amputation du territoire, rapt des colonies et imposition de réparations colossales fondées sur une reconnaissance de culpabilité unilatérale dans le déclenchement puis dans la conduite des hostilités. Le 6 mai 1919, la délégation allemande entendit la lecture du traité de paix. Ayant connu les exigences des vainqueurs, avec le rapt des colonies et l'Allemagne coupée en deux, ses membres en sortirent épouvantés. Transmis en Allemagne, le futur traité de Versailles provoqua la colère. Des manifestations furent organisées. Confiant dans les promesses du président Wilson, Berlin formula des contre-propositions afin de négocier. La suite fut lamentable. Si l'on accepte quelques points mineurs, toutes les demandes allemandes furent brutalement repoussées sans être discutées sérieusement. Sur la question des responsabilités, par exemple, rien dans le mémoire allemand n'ébranle la conviction des Alliés que l'Allemagne a voulu la guerre. Sur la violation des promesses du président Wilson, les arguments allemands sont réfutés. La paix repose sur les 14 points du président Wilson. Tout le reste était à l'avenant. La position des vainqueurs se résumait ainsi. Les Alliés estiment qu'il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau les questions déjà traitées. Bref, le rejet était catégorique, complet. Il était en outre assorti d'un ultimatum. L'Allemagne avait 6 jours pour signer. Déjà, la presse fustigeait ce vaincu qui refusait de s'incliner. Car elle le répétait à l'envi. Les Alliés avaient dit leur dernier mot. L'heure n'était plus aux discussions, mais à l'acceptation. D'ailleurs, les journaux prévenaient. Si lundi l'Allemagne n'avait pas signé, alors dès le mardi, elle serait envahie par les armées du vainqueur restées sur le pied de guerre. Les armées et les flottes alliées sont prêtes, pouvait-on lire en titre. Sur terre, l'Allemagne ne possède ni transport ni matériel suffisant pour s'opposer à la conquête de son territoire. Plus grave, sur mer, l'Allemagne est incapable d'empêcher la marine de l'Entente de bombarder ses côtes et de bloquer ses ports. On avait même prévu de bombarder Berlin par les airs. Face à cette intransigeance et à cette menace terrible, le 20 juin, le gouvernement qui refusait de signer démissionna. Le lendemain, un cabinet à majorité socialiste fut formé. Pour mettre fin au calvaire du peuple, il signerait. La veille de l'expiration de l'ultimatum, par 237 voix contre 138,
L'Assemblée nationale vota pour la signature. Le lendemain, toutefois, l'Allemagne sollicita un nouveau délai de 48 heures, délai refusé par les Alliés, si bien que le 23 juin à 17 heures, le président allemand par intérim signa le traité de paix sans condition. En France, la presse exulta. Cette fois, c'est vraiment la fin et nous allons signer la paix. Les Allemands ont répondu oui sans réserve ni condition. 2 phrases, 2 mensonges. Le oui allemand était un oui contraint et forcé. C'était donc un non. L'aveu vint en août. Avec un cynisme dépassant toute mesure, la presse se moqua d'une Allemagne à laquelle on avait imposé un traité très dur. Fondée sur le mensonge, la contrainte et l'injustice, la paix n'avait de paix que le non. Elle portait en elle tous les germes de la guerre. 37 ans plus tard, au procès de Nuremberg, les vainqueurs eux-mêmes l'avouèrent. Lorsque la défense voulut aborder la paix de 1919, les juges le lui interdirent. Le 26 mars 1946, le président lança « Le tribunal a décidé que les preuves tendant à établir l'injustice du traité de Versailles ou son imposition par la violence sont inadmissibles ». C'était l'aveu que la paix de 1919 avait été injuste et imposée par la violence. L'Autriche et la Hongrie furent traitées de la même façon. Voici ce qui serait resté de la France si elle avait été traitée comme la Hongrie en 1920. Quant à l'Autriche, privée de ses régions industrielles et agricoles, elle était destinée à mourir à petit feu. Chez elle aussi, la famine frappait, qui tuait surtout les enfants. Un article paru en juillet 1920 était intitulé « Vienne, la cité des enfants affamés ». Une Américaine avait visité une maternité, une clinique et un orphelinat. Elle racontait: la clinique était un bâtiment en pierre, froid et lugubre. Il n'y avait aucune fleur nulle part. Les salles étaient misérables. Les lits avaient des couvertures, mais pas de drap blanc. Les oreillers étaient en lambeaux. Il n'y avait pas de coton. Le docteur était content d'avoir notre visite. Nous étions les premiers visiteurs depuis 6 mois. Il nous a fait traverser les salles. Il nous a montré les mères. Des créatures maigres, épuisées, au sein tari. Une seule avait assez de force pour allaiter son nourrisson. J'ai regardé les bébés, des créatures malingres, affaiblies, ayant 1, 2 ou 3 jours. Une maman avait des jumeaux. Ils tétaient chacun une bouteille de lait. Mais quand j'ai regardé, j'ai vu que les bouteilles ne contenaient pas de lait. Chacune était remplie d'un ersatz de café. Quand j'ai relevé la tête, un visage rougissant et tremblant de mère se tourna vers moi, me suivant quand je quittais la pièce. Combien de temps un nouveau-né peut-il vivre avec de l'ersatz de café? Heureusement, le nombre d'enfants qui naissaient à la maternité atteignait le tiers de ceux qui y naissaient avant la guerre. Puis nous allâmes dans une clinique de jour. Là, chaque matin, des mères apportaient leurs petits malades. Les enfants avaient environ 3 ans. Les petites créatures nues étaient placées sur la table du médecin. Certains enfants étaient enflés à cause d'une nourriture inadéquate. D'autres étaient squelettiques. Tous avaient les jambes et le dos arqués. Le docteur tordait les bras et les jambes amaigries. Il les tordait à l'envers car il n'avait pas d'articulation. « Enfant de caoutchouc », dit-il. Puis il pressait le petit crâne. Les os étaient si mous qu'ils se déformaient sous ses doigts. « C'est sans espoir », dit-il. « Nous avons besoin de lait et d'huile de foie de morue, mais nous n'en avons pas. » Il ajouta énervé: « Je ne veux pas d'argent, je veux de la nourriture. » Il rendit les bébés à leur maman. Elles s'en allèrent avec des larmes qui coulaient le long de leurs joues. À quoi bon un docteur? Elle venait encore, espérant contre toute espérance. Le lendemain, ma guide me conduisit dans un orphelinat. De nombreux enfants étaient devenus orphelins à cause de la guerre. Il y avait peu de draps et pas de savon. Chaque semaine, on tentait de les laver. Dans la cour, séparée par des barrières, se tenaient des petits garçons et des petites filles apathiques. Tous souffraient du manque de nourriture. Certains étaient enflés et couverts de plaies, d'autres squelettiques. Des enfants de 10 ou 12 ans en paraissaient 5 ou 6. Dans la cour des filles, 2 garçons se mouraient de tuberculose. Ils étaient assis sur un banc de bois. Une infirmière les regarda avec pitié. « Ils veulent s'allonger, dit-elle. Nous devrions avoir des chaises confortables, mais il n'y en a pas. » Les enfants trop faibles pour marcher restaient en haut dans les salles. Dans un panier à vêtements, emmailloté de chiffon, se trouvait un bébé de 10 mois. Un regard tragique sur un visage pâle.
Le bébé avait une pneumonie. Maintenant, il se mourait de tuberculose. Le père avait été tué à la guerre. La mère rendait son dernier soupir dans un hôpital non loin. Dans une autre pièce se trouvaient 3 enfants agonisants. L'un d'eux, âgé d'environ 4 ans, avait des boucles blondes. Il était couché sur un lit, tremblant et secoué par des convulsions. De forts sanglots haletants sortaient de ses petites lèvres, ses yeux à peine ouverts. La 3e gamine était en fin de vie. Dans sa main, une petite boîte à musique. Elle jouait un air. Sans fin, elle lui faisait jouer cet air pour ses compagnons mourants. Les minutes passaient et les vies s'en allaient. Pas de lait, pas de poitrine de maman, pas de baiser. Ces petites vies s'en allaient seules. Chaque salle offrait le même spectacle. L'hôpital était un mouroir. Il n'y avait que quelques infirmières affamées et désespérées. Dès 1919, l'Autriche sans avenir avait réclamé son rattachement à l'Allemagne. Mais ce rattachement lui était interdit en vertu des traités de paix. Hitler fut la conséquence de ces traités imposés par les vainqueurs aux vaincus. Contrairement aux allégations d'une propagande qui dure, son objectif n'était pas de conquérir l'Europe. Le Führer voulait simplement réparer les injustices de Versailles, à commencer par les injustices territoriales. Ces vérités essentielles, il ne faut jamais les oublier si l'on veut comprendre les événements survenus avant et après janvier 1933.